J'ai dit que je voulais proposer une alternative républicaine. Je ne suis pas à la recherche de quelques Marocains ou de quelques... C'est noté pour que la parenthèse politique se referme, celle actuelle avec Nicolas Sarkozy, c'est ce que vous déclarez dans Valeurs Actuelles. Merci Dominique de Villepin. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. La semaine prochaine, c'est Robert Badinter qui sera l'invité de Preuve par 3. Bonsoir à tous. Depuis 120 ans, l'Institut Pasteur lutte contre les maladies. Les cancers. Pour l'adoption, 177. Contre, 153. Le Sénat a adopté l'ensemble du projet de loi portant réforme des retraites. 3 semaines de débat, plus de 120 heures de discussion et un vote. Il était 20h15 dans l'hémicycle du Sénat. Ce vote qui clôt le très long débat sur la réforme des retraites. 177 voix pour, donc 153 voix contre. Applaudissements bien sûr à droite, silence à gauche. Un vote qui fera date et qui était précédé d'une journée marquée par l'accélération des débats après la mise en œuvre du vote unique voulu par le gouvernement. Éric Woerth, le ministre du Travail, a été l'un des derniers à monter à la tribune pour défendre son texte et c'est bien évidemment un ministre satisfait qui a réagi au micro de Sandra Cerqueira à l'issue de ce vote. La gauche n'a jamais fait de réforme des retraites. C'est toujours au fond un peu défilé devant la difficulté que cela comporte. Elle a toujours accepté de faire uniquement des réformes faciles. C'est ma conviction profonde. Et sur les retraites, elle l'a prouvé dans ce débat. Et j'ai dit qu'au fond, elle a toujours une réforme des retraites de retard. Elle accepte la réforme de 2003 en 2010. Elle acceptera la réforme de 2010 plus tard. Et elle remerciera bien sûr le président de la République, Nicolas Sarkozy, de l'avoir conduite parce que c'est au moins quelque chose qu'ils n'ont pas à faire. La satisfaction du gouvernement n'est évidemment pas vraiment partagée par la gauche. Vent debout contre cette réforme tout au long des discussions. À l'issue du vote, les réactions étaient nombreuses dans la salle des conférences immédiatement adjacente à l'hémicycle du Sénat. On écoute. Je suis debout, on est debout. L'opposition a combattu jusqu'au bout. Le débat n'est pas fini. Il n'est pas fini parce que tant qu'une majorité de Français considérera que cette loi est injuste, il ne peut pas finir. La réforme des retraites nécessaire à la France est à faire. Nous nous détendons maintenant après toutes ces heures et ces heures de travail riches, ces débats intéressants. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais vu un débat aussi long. Et ce n'est pas une critique parce que c'est une réforme extrêmement importante. Je crois que le gouvernement a fait preuve de courage. Nous avons travaillé, beaucoup travaillé. Je ne regrette rien de tout ce que nous avons fait. Très honnêtement, y avait-il un suspense sur l'issue? Nous, ça, la droite est majoritaire au Sénat, donc le texte de loi est adopté. Ce qui est politiquement significatif, c'est qu'elle ne fait pas le plein de ses voix. Elle ne fait pas le plein de ses voix. Il lui manque une dizaine de voix. La gauche fait le plein de ses voix. Donc pour nous, c'est un signe que la droite s'affaiblit ici. Ce soir, Martine Aubry, la première secrétaire du Parti socialiste, estime qu'avec cette réforme, Nicolas Sarkozy piétine la démocratie. Cette journée toute particulière avait commencé ce matin avec la mise en œuvre de cette fameuse procédure du vote unique voulu par le gouvernement pour accélérer les débats. Une dernière journée de séance où la gauche a fait feu de tout bois pour faire entendre sa voix. Regardez ce sujet, il est signé Thomas Raguet. Une centaine d'amendements en une demi-journée. L'examen du projet de loi sur les retraites a connu un net coup d'accélérateur pour son dernier jour au Sénat. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le censeur. Un dernier jour sous tension. Au lendemain de l'activation du vote bloqué, les échanges d'amabilité n'ont pas manqué. Je voudrais indiquer à nos collègues, et en particulier aux plus récents d'entre eux, qui n'ont pas nécessairement toute l'expérience requise. Nous n'avons pas le même parcours politique que le vôtre. Alors si vous appelez le vôtre expérimenté, permettez que nous nous en détachions. Et avant même le vote final, les regards à gauche sont déjà tournés vers l'après-débat.
misant sur la poursuite de la contestation par la population. Moi non, je ne m'avoue pas vaincu, je fais appel, ce sera au peuple de décider, quoi. Lorsqu'il y aura de grandes élections et devant le grand tribunal du peuple. Qui refuse et donc pousse à des affrontements, c'est le président de la République et ceux qui le suivent, parce qu'ils campent droit dans leurs bottes et ils continuent de dire circuler, il n'y a rien à voir. C'est plutôt, me semble-t-il, un boomerang qui va se retourner contre lui. Après plus de 130 heures de débat dans l'hémicycle du Sénat, la réforme devrait être définitivement adoptée en milieu de semaine prochaine. Alors tout au long de la journée d'hier, la gauche fustigeait le coup de force du gouvernement. Gérard Larcher, le président du Sénat, minimise aujourd'hui cette procédure, préférant s'étendre sur le sérieux et la longueur des débats sénatoriaux. Pour moi, c'est vraiment de la nuit de mercredi à jeudi que nous avons achevé l'examen. Maintenant reste la commission mixte paritaire et puis le débat que nous aurons mardi et mercredi, peut-être ici mardi et mercredi à l'Assemblée nationale. Le coup d'accélérateur d'hier était nécessaire ? En tous les cas, il ne touchait pas au fond du texte. Et on le voit d'ailleurs, et c'est une procédure qui existe dans beaucoup de parlements d'Europe du Nord, ça n'empêche pas les échanges. Nous avons eu un vrai débat pendant 2 fois plus de temps que l'Assemblée nationale et je ne regrette pas, j'allais dire, d'avoir tenu bon à rester dans la procédure habituelle. Gérard Larcher au micro de Thomas Raguet. Alors, l'âge légal de départ à la retraite porté à 62 ans, une retraite à taux plein sans décote à 67 ans, c'est les 2 piliers de cette réforme où le Sénat a fait entendre sa propre musique. Des avancées sur plusieurs points que nous détaille Pierre Bonde-Joseph. Si vous voulez bien retirer la banderole, maintenant, s'il vous plaît. Gérard Larcher avait promis d'aller jusqu'au bout. Nombre de dispositions ont été modifiées par les sénateurs. La plus emblématique est celle prise en faveur des mères de 3 enfants et plus. Elles pourront continuer de partir sans décote à la retraite à 65 ans. 130 000 personnes seraient concernées. C'est aussi le geste le plus coûteux, 3,4 milliards d'euros sur 7 ans. Les parents d'enfants handicapés sont eux aussi concernés par cette mesure. Autre disposition, la pénibilité sera mieux prise en compte. Les salariés dont le taux d'incapacité est compris entre 10 et 20% pourront toujours partir à 60 ans, à condition de prouver le lien avec leur activité. Le gouvernement a aussi pris rendez-vous pour 2013 pour parler de la mise en place d'un système de retraite par points, cher aux centristes, mais pas sûr que les Français qui défilent aient été convaincus par des adaptations annoncées pour la plupart par voie de presse ou directement inspirées par l'Élysée, qui n'ont pour la plupart modifié qu'à la marge cette réforme adoptée en 10 petits mois. Tout de suite, retour sur ce vote sénatorial avec nos 2 invités. Philippe Dallier, sénateur apparenté UMP de Seine-Saint-Denis. Face à lui, Nicole Bricq, sénatrice socialiste de Seine-et-Marne. Bonsoir à vous, merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Dallier, ce soir, Martine Aubry dit que Nicolas Sarkozy, avec le vote de cette réforme, Nicolas Sarkozy piétine la démocratie. Qu'avez-vous à réagir ? Oh, écoutez, franchement, je crois que c'est un propos très, très excessif. Je ne sais pas en quoi ça piétine la démocratie. Le Parlement vient de faire son travail. L'Assemblée nationale avant nous, le Sénat maintenant. Alors si elle fait effectivement allusion à l'accélération des 2 derniers jours... Je pense qu'elle fait allusion à ça, oui. Pour examiner, il faut le rappeler quand même, pour examiner les articles additionnels au texte, qui étaient essentiellement des articles déposés par l'opposition et qui visaient, pour plus d'une centaine d'entre eux, à demander au gouvernement des rapports. Bon, on voyait bien qu'on était là dans une manœuvre qui visait à faire durer les débats. Le texte du gouvernement a été adopté dans de très bonnes conditions. On a d'ailleurs débattu au Sénat 2 fois et demi plus longtemps qu'à l'Assemblée nationale. Donc la démocratie bafouée, honnêtement, ça n'est pas raisonnable. Nicole Bricq, sur cette procédure d'accélération des débats qui a fait couler beaucoup d'encre hier. C'est un euphémisme, accélération, parce que quand même, cette procédure est absurde. On n'a pas traité de sujets insignifiants dans les articles additionnels. On a traité encore de la pénibilité, qui n'est quand même pas réglée par le texte. Dont on a parlé beaucoup avant. Non, mais il n'a pas réglé le problème de la pénibilité, puisqu'on ne la prend pas en compte dans le problème de l'objectif de la retraite. Et en plus, on voulait traiter du problème des seniors. On sait très bien que quand on a un chômage qui tangente les 2 chiffres, parler de mettre au travail les seniors, c'est pas sérieux. Donc on va fabriquer des jeunes
chômeurs, vous le savez. Donc tous ces sujets, ils n'étaient pas anecdotiques. Et cette procédure est absurde parce que le gouvernement a quand même accepté quelques amendements du groupe socialiste qui étaient sans doute mineurs. Et donc, ça nous a contraints par le vote bloqué à voter contre. Reconnaissez que si c'est ça la démocratie, c'est une caricature. De là à dire que c'est une caricature, je pense que c'est un propos excessif. On a énormément débattu de la pénibilité. Mais c'est pas la longueur qui compte, c'est le fond. Vous n'avez la majorité n'a rien dit. Écoutez, elle n'a rien dit. Le doigt sur la couture du pantalon, elle ne bougeait pas. Faut pas dire qu'il y a eu un débat. On ne sera pas d'accord sur la nature de la réforme. On n'y est pas arrivé après 130 heures de débat. Je pense pas que ce soit. Mais vous n'avez jamais voulu y arriver. Mais attendez, on ne veut pas adopter vos positions. Vous comprenez quand même qu'il y a une certaine logique dans les positions de la majorité. On vous a demandé dès le départ une réforme systémique et c'est le mercredi, dans la nuit du mercredi à jeudi, alors que vous aviez engrangé tous les mauvais coups sur cette réforme, que vous avez fait voter un amendement qui a précipité les choses. Je suis pas sûr que tous les auditeurs. Du matin, je suis pas sûr que tous les auditeurs. Du matin pour dire il y aura une réforme systémique à partir de 2013. On a dit qu'il faut une réforme systémique, il faut expliquer aux auditeurs ce que c'est. C'est-à-dire qu'on change de logique par rapport au système actuel. Et ça veut dire que ça n'est pas une réforme que l'on peut préparer en quelques mois. Celle-là, il va falloir des années. Donc on a parlé de 2013. Donc le débat est ouvert. Nous verrons effectivement ce qu'il en sera. Nicole Bricq, c'est la fin de la retraite à 60 ans ce soir. Oui, mais est-ce que ce que la droite a quand même oublié, parce que quand j'entends Woerth nous traiter, nous, socialistes, d'irresponsables, Martine Aubry a été très claire. Elle a été très claire sur la durée de cotisation. Nous le disons depuis le début, quand nous avons mis sur la table nos propositions. Vous n'avez jamais voulu les entendre. C'est inscrit dans le projet socialiste. Et la fin de débat, vous savez très bien que vous n'arrivez même pas à financer la retraite jusqu'en 2018, que vous avez accumulé des déficits. On sait que même avec cette réforme, vous ne les trouvez pas. On sait que même avec cette réforme, il faudra 60 milliards, effectivement, d'ici 2018, vous n'y arrivez pas, avec un objectif de rééquilibrage en 2018. Ça. Mais écoutez, nous verrons bien. Moi, j'espère une chose, c'est qu'au bout de ce débat, la très grande majorité de nos concitoyens seraient conscients qu'il faut une réforme. Or, je suis persuadé qu'au début du débat, avec ce que disait la gauche, et notamment une partie de la gauche, beaucoup pouvaient penser qu'il n'était pas nécessaire de faire une réforme. L'acquis de ce débat, c'est qu'effectivement, tout le monde sait qu'il faut une réforme. Après, quelle réforme ? On n'est pas d'accord. Nous, on dit qu'effectivement, il faut toucher à l'âge. Vous soutenez que non. Vous faites que ça. Non, pas que ça, Madame Bricq. Mais non, écoutez. Franchement, Philippe Dallier, Bernard Frimat le soulignait dans son intervention tout à l'heure, la droite n'a pas fait le plein de ses voix sur cette réforme ce soir au Sénat. Ça n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. On peut, les uns ou les autres, avoir des avis différents sur un sujet aussi important. Il a manqué 7 voix, je crois, à la majorité. Écoutez, c'est à l'honneur de ces parlementaires de s'être exprimés en leur âme et conscience. Moi, j'ai voté pour ce texte parce que je considère qu'il fallait sauver ce système par répartition. Cette réforme n'est certainement pas parfaite et certainement pas la dernière. Nous verrons comment les choses évolueront. Mais en tous les cas, on ne pouvait pas ne rien faire. La gauche disait, on peut garder les 60 ans. Les communistes disaient, il n'y a rien à faire, on garde les 60 ans. Les socialistes disaient quelque chose d'un peu différent tout de même. Sur la durée de cotisation ? Voilà, je ne suis pas sûr que les Français l'aient bien compris, ça, parce qu'on rentre un peu dans le détail des choses. La position des communistes et des socialistes n'était pas la même. Et est-ce que les Français... Et alors ? Je ne dis pas et alors, mais je dis que les choses ne sont pas aussi simples que vous voudriez parfois le faire croire. La preuve est que pour les socialistes, effectivement, on garde les 60 ans, mais c'est les 60 ans avec une décote dans certains cas, et parfois une décote lourde. Non, alors, attendez, Nicole Bricq. Vous n'avez peut-être pas été là suffisamment, mais je vais quand même vous répéter que pour les 60 ans, on milite pour que ceux qui veulent partir puissent le faire. Mais dans quelles conditions financières ? Dans quelles conditions financières ? C'est quand même ça le débat. Non, mais ce que vous n'avez jamais dit aux Français et qui va apparaître, parce que ne croyez pas qu'un mouvement comme ça va s'arrêter. Et vous le savez, nous allons discuter très bientôt du financement proprement dit, puisque c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est le projet de loi de finances qui va arrêter les mesures. Donc on va revenir. Vous savez, vous allez revenir, mais vous savez a priori ce qu'il y a dedans. Il n'est de combat perdu que ceux qu'on ne mène pas. Nicole Bricq, David Assouline le disait là encore sur notre antenne, le débat n'est pas fini. Non. Comment peut-il se poursuivre le débat lors en particulier de la discussion budgétaire qui peut arriver bientôt. Évidemment, nous allons remettre sur la table nos propositions de financement de
notre projet global sur les retraites. Vous aurez bien raison de le faire. Et vous allez encore continuer. Vous allez encore continuer à nous dire ah non, il faut pas taxer le capital, il faut pas que on parte à l'étranger. Mais attendez. Ça n'est peut-être pas suffisant à votre goût. Oui, mais ça n'est peut-être pas assez suffisant. Je vous dise, vous faites supporter la réforme à 85% pour les salariés. Vous croyez que c'est juste? Madame, avec la crise financière, on leur demande de payer la crise financière. Vous pensez que ça n'est peut-être pas suffisant, mais en tous les cas, ne dites pas qu'il n'y a rien dans ce domaine-là. Mais vous l'égratignez, le capital. Vous ne le mettez pas à contribution à hauteur de ce qu'il a engrangé pendant toutes ces années. Ce sont vos choix politiques, Madame Bricq, ce ne sont pas forcément ceux de la majorité. Tous les Français le comprennent. Ils vous ont dit et ils vous disent on ne veut pas payer les pots cassés. Mais personne ne veut payer dans ce pays, Madame Bricq. Il y a 1500 milliards d'euros de dette publique. Ça fait 30 ans que les gouvernements des droites et de gauche les accumulent, cette dette publique. Mais Madame, la droite et la gauche, la question c'est de savoir aujourd'hui comment on en sort. Et moi je vais vous dire une chose. Vous pensez qu'on peut effectivement prélever plusieurs dizaines de milliards pour équilibrer le régime des retraites. Moi je pense que ces dizaines de milliards d'euros, il va falloir les prélever pour équilibrer d'abord le budget de l'État. Madame Bricq, là-dessus, je pense que pour qu'on en ait suffisamment discuté, et dans l'hémicycle et en commission des finances, vous pourrez remarquer que j'ai une position qui est peut-être un peu différente de ce qu'on entend par ailleurs. Il va falloir augmenter les impôts, diminuer les dépenses sur le budget de l'État. Voilà. On ne peut pas tout financer. On parlera de tout ça pendant la discussion budgétaire, si vous le voulez bien. Si vous voulez augmenter la TVA à 3 points, ça ne va pas marcher, je vous le dis tout de suite. 69% des Français sont hostiles à cette réforme. Comment expliquez-vous ce rejet massif des Français? Écoutez, moi je ne crois pas que 69% des gens soient hostiles à la réforme. Je pense qu'une majorité de Français a compris qu'il fallait une réforme. Passer de 60 à 62, ça ne réjouit personne. Et ça ne réjouit pas plus le gouvernement et la majorité qui ont porté cette réforme. Je suis certain que les Français savent qu'il faut une réforme. La question, effectivement, c'est de leur garantir sur le long terme. Et c'est là où on sent bien qu'ils sont inquiets. Parce qu'ils savent que ça n'est pas la dernière réforme. Et je le dis bien volontiers. Donc il y a toujours une inquiétude qui existe pour la suite. Et une inquiétude qui existe par la situation économique internationale et celle de notre pays. Donc, mais je suis persuadé que les gens... Il n'y a plus qu'une petite minorité qui pensait aujourd'hui qu'il ne fallait pas faire une réforme. Et c'est au moins un acquis important de ce débat que Martine Aubry a qualifié de non démocratique. Vous pensez quand même que la droite a perdu la bataille de l'opinion dans cette affaire? Pas forcément. Pas forcément. L'opinion peut se retourner, selon vous? Je pense qu'il faut que les gens, j'allais dire, digèrent un débat comme celui-là. Et je pense que ce n'est pas une bataille perdue. Nicole Bricq. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a une échéance cardinale en 2012, l'élection présidentielle. Les Français, le suffrage universel sera le juge de paix. Vous avez raison. Ce sera sur la table. On vous proposera notre réforme des retraites. On proposera notre réforme fiscale parce que vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Mais viendra une réforme fiscale, Madame Bricq, vous le savez. Oui, mais attendez, quand on raconte, on va enlever le bouclier, tout ça. Parce qu'on est dans une séquence de communication du président de la République. Eh bien, moi, je dis que c'est un déni de démocratie quand le Parlement agit sous contrainte des séquences de communication du président de la République. Ça, ce n'est pas acceptable. J'espère qu'un jour, dans ce pays, on sortira de ces discours, l'opposition envoyant la figure de la majorité, quelle que soit l'opposition, la majorité, des mots comme déni de démocratie. Nous sommes dans une démocratie parlementaire et le Parlement vient de se prononcer. Vous savez que c'est M. Vous n'êtes pas d'accord avec la réforme, très bien, ministre. Mais nous ne sommes pas passés dans une dictature avec la clôture de ce débat. Vous voyez sur ces images derrière vous les manifestations. Il y en a encore 2 prévues prochainement à l'appel des syndicats. Demain, le Figaro sort une étude d'opinion qui dit que 56%, donc une majorité de Français, souhaitent l'arrêt des manifestations. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre qui contredit un petit peu l'autre chiffre du rejet des Français sur l'ensemble de la réforme, Nicole Bricq? Écoutez, le droit de manifester, quand même, il est entier dans notre pays. Et le droit de grève encore. Bon, donc, s'il y a des manifestations, il faut les accepter. C'est une manière d'exprimer son opinion. C'est pas la seule. Je vous l'ai dit, on continue le combat au Parlement. Mais, et l'opposition politique, elle se sert des armes qu'elle a à sa disposition. Donc on n'a pas fait de manœuvre dilatoire, on a mené le débat jusqu'au bout, vous n'avez rien voulu entendre, vous n'avez pas bougé d'un pouce, donc permettez qu'on y revienne. Ça ne s'arrêtera pas. Vous croyez qu'un mouvement comme ça, vous l'arrêtez au sifflet? Mais personne ne dit ça, Madame Bricq. Est-ce que cependant la démocratie parlementaire doit prendre le pas sur la démocratie, j'allais dire, sociale? Qu'est-ce que c'est que la démocratie sociale? Est-ce que vous avez remarqué qu'elles ont marché ensemble?
Elles ont marché ensemble. Et je crois qu'on a eu affaire à des syndicats hautement responsables. Ils n'ont pas jeté les gens dans la rue. Plus que Mme Royal. Non, mais qui croit aujourd'hui que... on dit qu'il faut que les lycéens soient dans les rues, il faut que les étudiants soient dans la rue. Il y a une concordance des temps assez étonnante entre les déclarations de certains et le résultat dans la rue. Mais ça ne marche pas. Ou alors, on voit bien en dépit de ce vote acquis ce soir au Sénat, le débat entre la gauche, entre la droite, reste passionné. Nous y reviendrons bien sûr sur ce dossier des retraites. Il n'est pas fini. C'est vrai, n'est pas fini. L'autre volet, l'autre versant de ce dossier, vous le savez, on en parle ici il y a quelques instants, c'est bien sûr le climat social toujours lourd autour de cette réforme. 2 journées d'action ont été annoncées par les syndicats. De son côté, l'UNEF appelle les étudiants cette fois à manifester mardi contre la réforme. Au moment où commencent les vacances de Toussaint, eh bien, les craintes, les inquiétudes se cristallisent autour des problèmes d'approvisionnement des stations d'essence. 20% d'entre elles sont à sec. Le gouvernement privilégie l'approvisionnement des stations autoroutières et poursuit le déblocage des raffineries. Ce matin, c'est une procédure de réquisition qui a été ordonnée pour débloquer la raffinerie de Grand Puy, près de Melun. Un déblocage qui ne s'est pas déroulé sans heurts. Marie Brem. Bousculade, altercation violente, affrontement, l'opération déblocage en Seine-et-Marne menée ce matin par les gendarmes s'est faite dans la cohue. Les forces de police sont intervenues pour réquisitionner au nom de la défense nationale la raffinerie de Grand Puy bloquée par les grévistes depuis 9 jours. Le gouvernement tente de reprendre la main alors que les 12 raffineries du pays sont paralysées et que plusieurs dépôts de carburant sont toujours bloqués. À Matignon, autour du Premier ministre, le président de l'Union française des industries pétrolières, Brice Hortefeux ou encore Jean-Louis Borloo. Réunion au sommet pour dresser un état des lieux. On était à 40% de stations à sec, comme on dit, il y a 3 jours, 30 il y a 2 jours. On doit être à 21 aujourd'hui. Voilà, je constate l'amélioration progressive. Notre métier, c'est d'approvisionner le territoire. Les propos se veulent rassurants, mais à la veille des vacances de la Toussaint, les préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime ont imposé des restrictions à la consommation de carburant pour les particuliers. Une première depuis le début de la grève. Une grève et des blocages, conséquences désastreuses pour le BTP. De nombreux chantiers sont au point mort. Le bitume est produit aujourd'hui dans les raffineries de pétrole, il n'y a pas du tout de stock et donc les chantiers aujourd'hui s'arrêtent les uns après les autres et on a un risque de chômage technique très fort pour déjà 15 000 salariés. Le retour à la normale n'est pas attendu avant quelques jours selon le gouvernement. Alors on le disait, les Français dans leur grande majorité désapprouvent la réforme votée ce soir au Sénat. Les syndicats de leur côté ne baissent pas les bras. Décodage tout de suite avec nos invités. Ils sont 2 ce soir sur le plateau de Public Sénat. Emmanuel Rivière, bonjour. Vous êtes directeur du département d'opinion de TNS Sofres. Vous êtes un sondeur, vous regardez, vous sentez l'opinion. En face de vous, avec nous, Jean-François Amadieu, sociologue, spécialiste entre autres des syndicats, du syndicalisme français. On va en parler dans quelques instants. Emmanuel Rivière, comment vous expliquez ce rejet massif des Français qui perdure contre cette réforme des retraites aujourd'hui ? Ce rejet s'explique parce que les Français savent que le système des retraites est menacé et qu'il est nécessaire de le réformer. Voilà, en fait, ils ont abordé de manière majoritaire aussi, oui. En étant relativement ouverts à l'idée que même probablement la nécessité viendrait de travailler plus longtemps. Donc simplement, de faire un effort. Peu à peu, ils se sont laissés convaincre ou ils ont eu le sentiment que les modalités qui leur étaient proposées dans cette réforme n'étaient pas les bonnes, qu'elles n'étaient pas justes, qu'elles ne répartissaient pas équitablement les efforts ou ne prenaient pas en compte certaines situations. Et puis, cette réforme, elle a aussi été proposée par un gouvernement qui n'arrivait pas, vierge de tout soupçon et de tout mécontentement. Au niveau... Il y avait un terreau. Il y a un terreau, il y a en fait une impopularité qui a été créée par un certain nombre d'événements sur lesquels on ne va pas revenir ici, mais qui a permis à ceux qui s'opposaient à la réforme, qui mettaient en avant peut-être d'autres options, mais sans que celle-ci ait forcément été tellement identifiée, de se dire que non, cette réforme-là, proposée par ce gouvernement-là, n'était pas la bonne. Et ensuite, il y a eu le sentiment que la méthode paraissait brutale, ne laissait pas assez de part à la concertation, et finalement, ça donne un tout qui va aussi trouver un renforcement parce qu'il y a peut-être aussi besoin d'un exutoire par rapport à un certain nombre d'inquiétudes.
On parlait de concertation, vous évoquiez évidemment la concertation avec les syndicats. Elle était mal menée, cette concertation avec les syndicats, et pourtant on a vu les appels du pied souvent nombreux du gouvernement et de Nicolas Sarkozy en particulier, voire personnellement avec les grands leaders syndicaux pour essayer de les accrocher au wagon de la réforme. C'est un point de faiblesse très important pour le gouvernement et la présidence parce que la négociation est devenue très légitime aux yeux de l'opinion. On a vu le dernier sondage où 79% des Français souhaitaient qu'il y ait des négociations. Donc c'est vraiment important. C'est aussi important pour les organisations syndicales réformistes qui y tiennent beaucoup, et la CFDT ou l'UNSA le disent souvent. Et on voit que d'autres processus ont été menés de manière négociée et ça a plutôt bien marché. C'est quand même la réforme Raffarin-Fillon sur les retraites en 2003 où malgré tout il y avait une négociation. Et lorsque ça n'est pas le cas, qu'il n'y a pas de négociation, l'issue est connue d'avance. Enfin, je vais le dire un peu brutalement, c'est 1995, c'est 2006 avec le CPE. Et là, c'est vrai qu'en général, si les mouvements sont très durs, ça se termine par, je dirais, une capitulation en rase campagne. Il y a une vraie défiance aujourd'hui des Français dans leur majorité vis-à-vis de la politique de Nicolas Sarkozy ? De toute façon, il y a déjà une véritable inquiétude des Français quant au destin de ce pays, eu égard à sa situation économique, à la dette, au chômage, etc. Et c'est vrai que le courant ne passe plus comme il était passé entre Nicolas Sarkozy et les Français, ce qui rend beaucoup plus difficile la tâche d'un gouvernement, parce qu'en ce moment, il faudrait faire pour convaincre sur ces réformes, beaucoup de pédagogie. Et voilà, la parole présidentielle, la parole gouvernementale n'a plus la même valeur. Elle s'est dévaluée au cours du temps. Et d'autres paroles se sont substituées et finalement il y a aussi une envie d'en découdre, sans doute, qui mobilise d'ailleurs aussi les lycéens aujourd'hui. Certains évoquent une éventuelle intervention du président de la République dans le courant de la semaine après que le vote soit définitivement acté par les deux assemblées, Sénat et Assemblée nationale. Est-ce qu'une intervention de ce type, présidentielle, certainement solennelle, pourrait inverser la tendance de l'opinion ? Inverser la tendance, peut-être pas, mais elle est sans doute nécessaire. D'abord parce qu'il y a aussi ces Français qui soutiennent la réforme et qui ont envie d'entendre cette parole présidentielle, celui dans lequel ils se reconnaissent et qui lui seront gré probablement de rester ferme jusqu'au bout. Ensuite, voilà, il y a une solennité. Cette réforme, si Nicolas Sarkozy veut en faire un marqueur de son quinquennat, il doit lui donner l'importance, et cette importance, elle sera marquée par un discours de clôture. Monsieur Amadiot, les syndicats, les grands leaders syndicaux, ils jouent gros dans cette affaire. Oui, c'est assez compliqué parce que, vous savez, quand un mouvement est populaire, surtout quand il est suivi, quand certaines catégories ont fait des grèves longues et perdu des journées de salaire, la reprise du travail est toujours difficile et la sortie est compliquée. Et la règle, lorsqu'un conflit dure et qu'il a coûté cher pour les grévistes et qu'il est populaire, c'est qu'il faut sortir avec quelque chose. Alors ce quelque chose, il faut le dire, est soit obtenu localement sans qu'on le dise. Dans ce cas, ça permet à la partie gouvernementale d'afficher la fermeté et de lâcher localement. On l'a fait pour les régimes spéciaux, on sait faire, donc on lâche là où il faut, mais on affiche le principe, je dirais, de rigueur, de non-concession, ou alors il faut céder le principe de la négociation, et dans ce cas, c'est la main tendue, je dirais, qui a déjà été tendue par Chirac, par exemple. Il y a deux stratégies de sortie, mais syndicalement, c'est très difficile dans ce contexte-là de ne pas suivre. Les syndicats n'appuient pas sur le bouton simplement. Vous avez l'impression que la mobilisation va durer dans le temps. On sent bien que François Chirac, par exemple, n'a pas envie de continuer. Bernard Thibault, pas vraiment non plus. Oui, la tendance depuis 24 heures, et en particulier aujourd'hui, est quand même à une certaine décrue dans les taux de participation. Les gens de la SNCF s'épuisent. Il est certain que du côté des lycéens, je ne pense pas qu'on pouvait y croire vraiment, mais en effet, les choses se détendent. Donc de ce point de vue, on n'est pas sur une tendance à la crispation, à l'aggravation, au moins dans le week-end. Alors par contre, ce qu'on peut toujours redouter quand même, c'est les formes d'action dure. Ouais. Ça, c'est vrai. Oui, parce que c'est la toile de fond depuis 15 ans. Et concrètement, avec une accélération. Et effectivement, le risque est toujours aujourd'hui dans les conflits du travail, ce qui n'existait pas il y a encore une dizaine d'années en tous les cas, vraiment de formes d'action brutales dont les conséquences sont mal mesurées. Et là, même en termes d'opinion, on ne sait pas ce que ça peut donner. Une toute dernière question, Monsieur Rivière. Le début des vacances de Toussaint, on l'a vu, les grèves dans les stations de service, un week-end là encore crucial dans cette crise sociale aujourd'hui. Oui, parce que ça va être décisif. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'opinion soutenait les grévistes. Quand même, ils pensaient que ça ne ferait pas infléchir le gouvernement. Ça peut n'avoir qu'un temps. Effectivement, la gêne peut, à un moment, atteindre un niveau tel que cette solidarité cesserait. Mais si ça n'est pas le cas, et si notamment le mouvement lycéen débouche sur d'autres choses, une éducation beaucoup plus proche de la vie étudiante, et alors le gouvernement, la semaine prochaine, avec l'appel à la grève de l'UNEF. Le gouvernement peut se retrouver avec un autre sujet sur les bras, beaucoup plus brutalement que ce qu'il avait attendu.
Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir rejoints sur notre plateau ce soir. Alors, toujours dans l'hémicycle du Sénat. Et oui, il est libre demain pour la remise des prix aux lauréats de Talents des Cités. C'est demain donc la 9e édition de cette manifestation qui, vous le savez, récompense